pourquoi House of the Dragon réussit à captiver son audience alors que les Anneaux de Pouvoir semblent plutôt galérer à ce niveau-là. Cette semaine, en regardant les nouveaux épisodes de ces deux séries, il y a quelque chose qui m'a frappé. Ces deux épisodes ont un point commun. Ils contiennent chacun une scène d'entraînement qui dure environ 4 minutes. D'un côté, on a Galadriel qui entraîne des recrues de Númenor, et de l'autre, on a Sir Criston qui supervise l'entraînement des Petits Princes. Sur le papier, ces deux scènes paraissent plutôt similaires, mais dans les faits, les deux séries vont les traiter de façon bien différente. Et ça, c'est intéressant, parce que rien qu'avec ces deux petites scènes, on peut voir ce qui fait la force de l'écriture de House of the Dragon et ce qui fait la faiblesse de celle des Anneaux de Pouvoir. Alors, analysons ça. Au travail, lieutenant. Dans le 5e épisode, Galadriel débarque à un entraînement de jeunes volontaires, et elle va faire remarquer à Elendil qu'il manque d'expérience. Celui-ci va donc lui proposer de les entraîner, ce qu'elle va accepter de faire. Elle va d'abord expliquer aux jeunes recrues que pour tuer un orc, il faut le planter. Et ouais, fallait y penser. Elle va ensuite inviter les recrues à se mesurer à elle et à tenter de les rafler. Et ce petit coquin d'Elendil va y ajouter un enjeu. Celui qui aura le dessus sera promu au grade de lieutenant. Valandil, un des amis d'Isildur, commence à attaquer Galadriel. Elle esquive tranquillement ses coups, puis les autres recrues vont progressivement se joindre au combat pour finir par l'affronter tous en même temps. Original comme méthode d'entraînement, d'autant plus qu'ils se battent avec des armes réelles qui peuvent les tuer en cas d'accident. Bizarre. Bref, tous les passants regardent la scène amusés, probablement par le fait que Galadriel et les jeunes recrues saccagent la boutique d'un pauvre marchand qui n'avait rien demandé. Pas très militaire, cet entraînement militaire. Enfin bref. Après avoir bisuté les jeunes recrues pour son plus grand plaisir, Galadriel finit par se faire érafler par Valandil, qui va donc être promu lieutenant. Et puis on apprend que Halbrand est étonnamment un excellent forgeron. Je n'ai jamais vu de forgeron aussi adroit. C'est le S enculé de ta mère. Et voilà, on a donc une scène de 4 minutes, dont l'élément central est un combat dont la chorégraphie très Pirates des Caraïbes sera appréciée ou non selon les goûts de chacun. Que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Autant dire qu'on a une scène qui ne raconte pas grand chose, et dont le seul enjeu sera de savoir si une recrue va réussir à blesser Galadriel pour devenir lieutenant. Un enjeu plutôt faible donc. Et la seule conséquence de cette scène, le fait que Valandil soit promu lieutenant, ne sera pas vraiment utilisé dans l'épisode, puisque ça ne changera rien à la situation d'Isildur. Passons maintenant à la scène d'entraînement du 6e épisode de House of the Dragon. On y retrouve les enfants princiers, les fils de Rhaenyra et ceux d'Alicent, en train de s'entraîner sur des mannequins de paille, sous la supervision de Sir Criston et le regard du roi. You'll certainly form a lifelong bond, wouldn't you agree? Non. Viserys est donc à côté de la plaque, comme d'habitude. I do believe he has his father's nose. Tu dis n'importe quoi, c'est plus fort que toi, tu dis n'importe quoi. Et ses propos paraissent même inversement prémonitoires pour les spectateurs, étant donné les tensions qu'il y a entre les mères des enfants, et notamment avec ce qu'Alicent a dit à son fils un peu plus tôt dans l'épisode. If Rhaenyra comes into power, your very life could be forfeit. Aemond's as well. On sait donc qu'il y a deux clans opposés, et qu'une forte rivalité va sûrement naître entre les enfants, qui deviendront probablement des adversaires. Pendant l'entraînement, Sir Criston va remarquer qu'Aegon ne prend pas l'exercice très au sérieux, et donc, pour lui rappeler qu'il a encore plein de choses à apprendre, il va lui imposer, et aussi à son frère, d'essayer de le toucher. Avec des épées en bois évidemment, parce que le principe d'un entraînement, c'est de s'entraîner, pas de crever. Sir Arwyn fait ensuite remarquer à Sir Criston qu'il semble délaisser l'entraînement des fils de Rhaenyra. And question my method of instruction, sir. I merely suggest that method be applied to all your pupils. On a un conflit entre les deux chevaliers, entre d'un côté Sir Criston, ex-amant de Rhaenyra et soutien d'Alicent, et de l'autre Sir Arwyn, amant actuel de Rhaenyra et père véritable de ses enfants. Une situation dont les deux hommes sont sûrement au courant, étant donné l'inimitié et la tension qu'on sent régner entre eux. Pour porter un coup à Sir Arwyn, tout en faisant mine d'accepter sa remarque, Sir Criston va mettre en place un duel entre Aegon et Jacaerys. Les deux fils aînés vont donc se lancer dans un duel dont la symbolique les dépasse. Un duel qui oppose les deux potentiels héritiers du trône, les futurs chefs des deux clans, qui vont probablement s'entre-déchirer au cours des différentes saisons. Ce qui semblait être une banale séance d'entraînement cristallise donc les enjeux principaux de la série, et l'issue de ce duel pourrait revêtir une portée symbolique et prophétique pour les spectateurs. Il y a donc plein de tensions autour de ce duel, d'autant plus avec ce qu'Alicent a dit à son fils un peu plus tôt dans l'épisode. You are the challenge, Aegon, simply by living and breathing. On ne sait pas comment Aegon va réagir, s'il va être violent et à quel point. De manière générale, on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre dans une histoire écrite par un mec qui a ce rire.
Après un premier round, les deux chevaliers vont chacun coacher leur petit protégé, un peu comme dans un combat de boxe. En plus d'avoir un duel entre deux enfants et symboliquement entre deux clans, on a aussi un duel par procuration entre deux hommes, qui semblent avoir pas mal de choses à régler entre eux. Avec l'agressivité dont fait preuve Sir Criston, on sent toute sa rancœur envers Rhaenyra. On sent qu'il veut lui faire du mal à travers son fils. You forget yourself, Strong. That is the prince. Plutôt gonflé venant de quelqu'un qui a écrasé la tête d'un autre mec à un mariage princier. D'ailleurs, il faut le dire, toute cette scène n'était pas vraiment crédible. Bref, Aegon a donc remporté le duel. Mais si le duel des enfants est terminé, ce n'est pas le cas de celui des adultes. Les scénaristes n'ont pas fait monter toute cette tension pour simplement la laisser retomber. Ça serait dommage. This is what you teach, Cole. Cruelty. Et Sir Criston va finir par sous-entendre très fortement que Sir Harwin serait le père véritable des enfants de Rhaenyra, ce qui ne va pas du tout plaire à ce dernier. Sauf que, assez logiquement, Sir Harwin va se faire stopper par les gardes royaux. Sir Criston est satisfait, il a obtenu ce qu'il voulait, il a poussé Sir Harwin à commettre une faute, et c'est comme ça que se termine la scène. En à peine plus de 4 minutes, on a donc une scène pleine d'enjeux et de tensions, avec des conflits entre personnages, dans lesquels les spectateurs sont impliqués. Une scène qui va avoir des conséquences importantes, à savoir le renvoi puis la mort de Sir Harwin. Et dans tout ça, la chorégraphie du combat... Ça me bat les couilles! On voit bien la différence avec les Anneaux de pouvoir, où la scène est juste un prétexte pour avoir une jolie chorégraphie de combat et mettre en valeur Galadriel. Une scène qui n'a pratiquement pas d'enjeu, de tension dramatique et de conséquences. Elle est très superficielle en fait. Et c'est pas les dialogues qui vont rattraper tout ça. Ne prenez pas racine. En plus de ça, la scène a un ton très léger, presque comique, qui semble davantage correspondre à l'ambiance d'un Disney qu'à celle d'une adaptation de l'œuvre de Tolkien. Ça fait très chorégraphié, très artificiel, et c'est clairement pas ça qui va aider à l'immersion. Donc vraiment, pour toutes ces raisons, j'ai du mal à comprendre le pourquoi de cette scène. En fait, j'ai l'impression que les scénaristes de la série se sont dit quelque chose comme « Et là on va leur mettre une scène d'action, ça va les divertir ». Sauf qu'un combat qui ne raconte rien, bah c'est vide, c'est juste de la poudre aux yeux. Alors certains spectateurs vont s'en contenter, c'est normal, on n'a pas tous les mêmes exigences avec la fiction, mais d'autres non. Clairement, quand on compare la scène des Anneaux de pouvoir à celle de House of the Dragon, en termes de qualité d'écriture, y a pas photo. On a une scène bien écrite et une scène pas écrite. Après, vous trouvez peut-être que la comparaison entre les deux scènes est injuste. On a deux univers différents et deux scènes qui n'ont pas les mêmes intentions, l'une étant plus sérieuse et l'autre se voulant plus légère. Bon, ce n'est pas parce qu'une scène se veut légère qu'elle ne doit rien raconter, mais acceptons. Comparons la scène des Anneaux de pouvoir avec une autre scène peut-être plus similaire. Dans la communauté de l'Anneau, on a aussi une scène d'entraînement, avec Boromir qui entraîne Merry et Pippin. Déjà, première chose, la scène n'est pas entièrement consacrée à l'entraînement. En parallèle, il y a Gimli qui tente de convaincre Gandalf de passer par la Moria, ce que Gandalf se refuse à faire, sans dire pourquoi. Mystérieux. Et puis, l'arrivée des Crébins interrompra tout ça et imposera à la communauté de changer d'itinéraire. On est donc sur une scène qui a de multiples utilités. Deuxièmement, concernant l'entraînement en lui-même, on remarque que Boromir est en train d'apprendre aux Hobbits de vraies parades d'escrime. Il leur fait répéter une gamme. Il est donc en train de leur enseigner quelque chose qui pourrait vraiment leur sauver la vie. Parce que bon, dans les Anneaux de pouvoir... Battez-vous avec vos pieds, pas avec vos bras. Ça me sert à rien. En plus de nous montrer un entraînement crédible, la scène du Seigneur des Anneaux sert aussi à développer les personnages, à les rendre attachants. On sent un lien se tisser entre les personnages, un lien qui aura son importance plus tard dans le film, quand Boromir va se sacrifier pour tenter de sauver Merry et Pippin. C'est juste... c'est les émotions, en fait. Cette scène aurait eu beaucoup moins d'impact sur le spectateur si Boromir et les Hobbits ne s'étaient jamais adressé la parole, un peu comme Frodon et Legolas. Et mon arc est vôtre. Alors que là, c'est les émotions, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai lien qui unit les personnages, grâce à toutes ces scènes où on voit Boromir en compagnie de Merry et Pippin, comme ce petit entraînement, qui ne dure à l'écran que 30 secondes, mais 30 secondes bien utilisées. Alors que pendant les 4 minutes que dure la scène des Anneaux de pouvoir, j'ai pas l'impression que les relations entre les personnages soient développées. D'ailleurs, les personnages qui s'affrontent ne se connaissent même pas. Et Galadriel ne semble pas avoir particulièrement envie de tisser des liens avec les recrues. Alors, est-ce que ça valait la peine de prendre 4 minutes d'épisode pour montrer cette scène? Même si c'est une série, les scénaristes ont un temps limité pour raconter leur histoire, et il vaut mieux qu'ils l'utilisent de la meilleure manière possible. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. J'ai rien compris.
Après, on pourrait se dire, 4 minutes dans un épisode, ça n'est pas si important que ça, c'est vrai. Enfin, ça serait vrai si c'était la seule scène du genre, ce qui n'est pas le cas. Cette scène d'entraînement, elle est symptomatique d'un problème qui parcourt une bonne partie de la série. Il y a pas mal de scènes qui sont trop longues pour ce qu'elles racontent, des intrigues entières qui semblent tourner en rond, et dont les enjeux ne sont pas suffisamment clairs ou prenants pour les spectateurs. Par exemple, tout le passage à Numénor dans l'épisode 5 aurait presque pu être entièrement coupé au montage. À la fin de l'épisode 4, on avait les Numénoréens qui décidaient de partir en guerre, et on aurait très bien pu les retrouver l'épisode suivant en pleine mer, en train de voguer vers la Terre du Milieu. Est-ce que c'était vraiment intéressant de faire un faux suspense sur le départ d'Isildur et d'Albrand, de mettre une scène de combat et une explosion de bateau? Explosion! Ah, j'en suis pas certain. L'intrigue est étirée pour pas grand chose. Un peu comme du beurre qu'on aurait étiré sur une tartine trop grande. En fait, j'ai l'impression que la série confond prendre son temps pour bien raconter une histoire, ce que faisait par exemple la trilogie de Peter Jackson, et perdre son temps à ne pas raconter grand chose. Et c'est pour ça qu'une partie des spectateurs s'ennuie devant les Anneaux de pouvoir, parce qu'ils ont l'impression que l'intrigue n'avance pas, qu'elle fait du surplace, parce que le rythme est bancal. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la série House of the Dragon, où chaque scène a une réelle utilité, que ce soit pour poser des enjeux, développer l'univers, les personnages, ou bien faire avancer l'intrigue. Les deux séries sont différentes, et on peut préférer l'une ou l'autre selon ses goûts personnels. Mais ce qui est sûr, c'est que House of the Dragon sait clairement mieux gérer sa narration que les Anneaux de pouvoir. D'autant plus que le manque d'enjeux et de rythme ne sont pas les seuls problèmes d'écriture de la série d'Amazon. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, une fois la saison terminée. Allez, sur ce, je vous dis... Qui êtes-vous? C'est le S, enculé de ta mère.